Merci beaucoup à toutes et à tous pour être présents et vous être rendus disponibles alors que c'est les vacances. Donc, j'imagine que c'est d'autant flatteur pour nous, Camille, hein. Salut Camille. Salut Nazim, bonjour à tous. Euh, Merci beaucoup donc pour votre présence. Je suis Nazim Chivel, le cofondateur de Clara. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui et même si vous allez penser pour ceux qui ont l'habitude de venir que je le dis systématiquement, je suis vraiment très heureux aussi d'avoir Camille aujourd'hui. Parce que le sujet qu'on va partager, je pense que c'est un sujet sur lequel son point de vue et son opinion, et puis le fait qu'elle puisse répondre à vos questions, va être relativement stimulant. Pour vous présenter en 2 minutes Clara, donc Clara, on est un éditeur de logiciels RH spécialisé sur les problématiques de développement RH et de talent management. Et donc j'ai le plaisir d'animer une fois par mois un webinaire avec une ou un intervenant qui vient nous partager les problématiques RH et sur lesquelles on essaye d'apporter un peu de savoir, je dirais, et de retour d'expérience de la part de super profils comme ceux de Camille. Camille, je te laisse te présenter Vaudou. Oui, très bien. Bonjour à tous, merci d'être présents et ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Camille et aujourd'hui, ça fait 5 ans environ que je bosse plutôt dans l'environnement de la tech. J'ai commencé chez Conto avec des missions autour de l'office management, des events et de l'onboarding, donc de l'accueil des nouveaux arrivants. Et ça va faire un peu moins de 3 ans aujourd'hui que je suis chez Vodou en tant que d'abord People Development Specialist et aujourd'hui HR Project Manager, donc sur toutes les problématiques d'onboarding, toujours l'accueil des nouveaux arrivants, et ensuite toute la partie Learning and Development et Talent Management. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Vodou, on est un des leaders mondiaux de l'édition des jeux vidéo mobiles. Et donc, on a environ 200 jeux et apps dans notre portfolio et on totalise 6 milliards de téléchargements, rien que ça. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. Hop, pardon, j'avais le micro que je ne pouvais pas désactiver. Effectivement, comme vous l'avez compris, Camille, elle a un talent un peu perso, c'est qu'elle a peut-être travaillé dans 3 ou 4 boîtes dans sa vie. Il y en a 2 qui sont des licornes et qui sont devenues des licornes du coup au moment où elle les a rejoints. Donc, s'il y a des recruteurs, je vous laisserai ensuite son contact. Je plaisante. En l'occurrence, aujourd'hui, on est là pour parler donc d'une thématique précise hein, dans le monde HR qui est celle autour de l'articulation entre les équipes RH, les équipes développement RH, les équipes recrutement, les équipes RH au sens large du terme, et l'ensemble des outils qui peuvent être mis à disposition de ces équipes, qu'on a appelé de manière très marketing, dédicace à Samantha, humain vs machine, quel est le meilleur. L'idée, c'est vraiment d'essayer de plutôt réfléchir sur la manière la plus efficace d'essayer d'articuler ces équipes-là avec ces différents outils. Et donc, pour débuter, j'ai une première question, Camille, pour toi. Et évidemment, je le dis pour nos participants. On leur laissera aussi la capacité de poser des questions en fin de session. J'ai une première question pour toi. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'outils dans le parcours RH, hein. Par là, j'entends le parcours du collaborateur, donc de son onboarding, voire ce qu'on appelle maintenant le pré-onboarding, c'est-à-dire avant même que le contrat débute, jusqu'à son offboarding, donc jusqu'au moment où on va l'accompagner vers la sortie. Donc, on utilise de plus en plus d'outils dans ces différents parcours-là. Et pour toi, il y a une raison particulière pour laquelle généralement on fait appel à ces outils? Oui, alors je pense que dans notre vie quotidienne en tant que consommateur, on est de plus en plus exigeant et on a aussi vu beaucoup de choses évoluer ces dernières années. On est de plus en plus outillé, ne serait-ce qu'avec notre smartphone et toutes les apps auxquelles on a accès. Et par exemple, pour prendre quelque chose qui nous parlera à tous, avant on devait décrocher notre téléphone pour réserver dans un restaurant. Et aujourd'hui, on va sur Google Maps et on peut tout faire de Google Maps. Et je pense que l'exigence qu'on a en B2C doit se retrouver en B2B. Et c'est pas parce qu'on arrive dans le monde de l'entreprise en tant que salarié qu'on doit baisser ce niveau d'exigence et ce niveau d'attente. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup chez Vodou, l'expérience employée et faire en sorte qu'on ait une expérience qui soit à la hauteur de l'expérience qu'on peut avoir en tant que consommateur avec d'autres applications.
Et donc, par exemple, sur toute la partie formation, on essaye vraiment de simplifier l'expérience de formation pour les salariés en constituant un catalogue qui soit standardisé, puisque en général, on va avoir des offres qui vont être différentes d'un prestataire à l'autre. Donc, moi, mon travail, ça va être de standardiser cette offre pour avoir une grille de lecture qui soit hyper simple et ensuite pouvoir réserver en quelques clics. Alors aujourd'hui, on n'a pas été jusqu'à une automatisation totale. On aimerait, ça fera partie des projets dans les prochains mois. Mais voilà, de pouvoir en quelques clics dire j'ai envie de participer à cette formation, ça correspond à mes objectifs et que nous, derrière, on soit capable de déployer très rapidement. Alors, sur le parallèle que tu fais, pour tout vous dire, on en discutait juste en préambule parce que c'est un truc aussi qui me tient beaucoup à cœur. Sur le parallèle que tu fais entre l'expérience que tu vis en tant que consommateur B2C particulier, avec aujourd'hui l'ensemble des applications qui peuvent être mises à disposition et les services, enfin ouais, commander un taxi, commander un manger, enfin tout ce qu'on veut, et la simplicité avec laquelle tu le fais. Je pense qu'effectivement, comme toi, c'est ultra challenging aujourd'hui pour les boîtes de réussir à faire en sorte que les collaborateurs de votre on arrivait dans les années 80. Et pour avoir connu dans des expériences perso des gros groupes comme des petites boîtes, cet enjeu-là, ouais, je pense que c'est le moment où tu te frappes le plus la tête contre les murs. C'est ce moment où tu te retrouves face à des outils qui datent de Mathusalem, avec des UX, des UI, donc une expérience collaborateur, utilisateur, qui n'est pas à la hauteur de ce que tu peux vivre de par ailleurs. Et je pense qu'effectivement, dans le choix des outils qui est fait, et je le sens bien, nous aujourd'hui, on travaille pour des très gros groupes comme Carrefour, comme la Caisse des dépôts, comme le groupe BPCE, etc. Et puis pour des boîtes plus en mode scale-up, à l'instar de Vodou, on sent bien que chez les deux, il y a ce sujet-là qui revient de plus en plus. Parce que je pense aussi qu'il y a une pression positive qui est mise par les salariés en ce sens. C'est-à-dire que je pense que Camille, elle peut nous en parler aussi. Je pense que quand il y a un outil que tu déploies en tiers qui va être utilisé par un certain nombre de collaborateurs ou la totalité des collaborateurs, tu sais assez vite s'il est bien perçu ou mal perçu par les collaborateurs. Tu sais assez vite s'ils considèrent que c'était facile ou pas facile. Et donc, j'imagine que ça influe aussi énormément tes choix dans ces outils. Oui, on vit une période qui est super stimulante, Mm. je trouve en tout cas, puisqu'il y a plein d'innovations qui arrivent pour nous en tant qu'RH et de plus en plus de solutions qu'on nous propose de déployer. Parfois, on a affaire à beaucoup d'offres séduisantes dans lesquelles il faut faire le tri parce que c'est vrai que ça peut être tentant quand on voit une nouvelle solution arriver sur le marché de vouloir l'implémenter, mais ensuite c'est à nous RH de vraiment évaluer si c'est utile ou pas pour la société dans laquelle on travaille et pour les salariés dans lesquels on travaille. Mais c'est vrai que c'est une super période qui est stimulante et ce qui est encore, je trouve, plus stimulant, c'est qu'il n'y a pas une solution unique, mais qu'il y a des solutions adaptées à chaque culture de la boîte dans laquelle on travaille. Donc, il va y avoir des tendances de marché qui vont se dessiner. Je parle notamment de l'onboarding, donc sur l'accueil des nouveaux salariés. Aujourd'hui, on s'accorde tous à dire que, par exemple, un futur salarié a besoin d'informations avant son premier jour, entre la signature de son contrat et son premier jour, ce qu'on appelle, ce que tu disais tout à l'heure, Nazim, le pré-boarding. Pour autant, Oui. il y a 5, 10, peut-être 15 manières différentes de communiquer avec le salarié. Il faut choisir le bon timing. Est-ce que la question des outils se pose dès maintenant? C'est-à-dire que est-ce qu'on passe par un outil pour informer le salarié? Il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui sont passionnantes. Et justement, Camille, là-dessus, quand tu dis qu'il y a une diversité d'outils, il y a beaucoup d'innovations et que ça, c'est hyper stimulant, évidemment, pour vous, et puis ça vous permet effectivement d'avoir un choix dans les offres qui sont poussées. Il y a voilà, la concurrence qui peut jouer. Il y a plein de choses qui sont effectivement hyper intéressantes quand on est dans la position du client que tu es sur ces outils RH. Ça veut dire aussi que dans la construction de ton architecture d'outils RH, tu vas chercher à couvrir 100%, grosso modo,
des besoins de l'utilisateur, donc grosso modo d'automatiser complètement l'ensemble du parcours de carrière du collaborateur et de faire sortir Camille de ce parcours-là, ou au contraire d'essayer un peu de jouer des deux? Alors, pour moi, c'est très important de ne pas suroutiller le salarié, puisque il va se retrouver perdu. Si on lui fournit une multitude d'outils, mais qu'il utilise une fois par an, moi, je pense que c'est pas la bonne manière de faire les choses parce que il va se retrouver perdu et il va se dire, OK, alors cet outil-là, à quoi il me sert? Et l'identification va être un petit peu difficile. Donc, on essaye au maximum de simplifier l'expérience pour le salarié et de choisir le minimum d'outils possible. Pour autant, en tant que RH, de notre côté, la partie automatisation côté admin est super importante et on ne va pas hésiter à s'outiller avec des softwares qui vont nous permettre d'automatiser certaines tâches, d'optimiser certaines tâches. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un enjeu majeur aussi en RH qui va être la data. Oui. L'analyse de données, qui est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi, par exemple, dans nos équipes marketing, dans nos équipes sales, de plus en plus d'utilisation de la data pour prendre des décisions. Et ça, je pense que ça va être la prochaine révolution aussi en RH, de s'appuyer sur de plus en plus de data. Donc tout ça, c'est la partie un peu cachée de l'iceberg sur laquelle on n'aura aucun mal, en tout cas chez Voodoo, à s'outiller. Mais pour autant, je pense qu'il faut vraiment garder en tête le fait de garder une expérience hyper light pour le collaborateur et d'éviter de déployer trop de choses euh, au risque qu'il s'y retrouve perdu. Alors ça, je suis aussi évidemment d'accord avec ce que tu viens d'affirmer. Je pense que ça challenge aussi beaucoup les outils sur leur capacité à s'intégrer. C'est-à-dire que pour à la fois côté support RH, si je me permets l'expression, mais à la fois côté équipe RH, de ne pas avoir à reprendre forcément, comme tu disais, une donnée qui est présente dans l'une et t'amuser à systématiquement essayer de la reprendre dans les autres pour être relativement uniforme, ce qui n'est pas possible en fait. Au bout d'un moment, tu exploses parce que la maintenance, elle n'est pas possible. Et aussi pour essayer d'offrir, on parlait juste en préambule de cette expérience utilisateur, essayer d'offrir une expérience utilisateur qui soit commune. Le fameux un guichet unique qu'on a pu connaître dans l'administration publique française ou autre, mais ce fameux guichet unique RH, donc de pouvoir offrir un point d'entrée au collaborateur sur lequel il peut aller taper. Alors, tu parlais de LMS, donc de solutions de gestion des catalogues de formation. Donc, il a son LMS, il a son outil de core RH, donc il a sa paye, il a la gestion des plannings, il a la gestion de son télétravail, par exemple. À côté de ça, il a par exemple son parcours de carrière avec vers quoi il va évoluer dans les prochaines années ou les prochains mois, ce qui lui manque pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. Il retrouve, j'en sais rien, ses entretiens de performance, mais de pouvoir avoir effectivement une offre, je pense, qui soit suffisamment packagée. Ça ne veut pas dire, et pour en avoir maintes fois discuté avec des clients, des prospects, des copains, tout ce que tu veux, tu vois, il y a cette chimère de l'outil unique. On va prendre gros SIRH, bien englobant. Cette chimère, elle existe souvent d'abord d'ailleurs dans des grands groupes et puis ensuite on la retrouve au fil des phases de croissance des différentes entreprises. Il y a un inconnu, des boîtes en croissance. Mais à un moment donné, tu as dû assister à des réunions où on dit il nous faut un seul outil pour tout faire. On se met à la recherche d'un seul outil pour tout faire, qui soit suffisamment englobant, qui est désigné souvent comme le SIRH. Donc, je parle là des Workday, des Talentsoft, des SAP SuccessFactors, des Cornerstone, etc., etc. Et puis, à l'usage, on se rend vite compte que, évidemment, cet outil très englobant, il est très pertinent pour plein de choses, et vous m'entendrez jamais dire le contraire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est censé tout faire parfaitement. Et que ça veut dire qu'on peut se permettre aussi de se doter d'outils complémentaires, comme moi j'aime bien appeler des add-ons, mais des trucs que tu viens brancher un peu en vision outil du dernier kilomètre sur tel ou tel sujet, qui vont venir communiquer évidemment avec ce socle SIRH pour ne pas avoir tous les débats qu'on avait avant de guichet unique ou de reprise de la donnée d'un outil vers un autre, mais qui vont pouvoir t'offrir plus que ce que l'outil englobant il t'offre sur ce truc-là spécifiquement. Mmh.
Je suis d'accord avec toi. En effet, c'est intéressant d'avoir cette approche du dernier kilomètre aussi dans les outils RH. Et je pense que, en effet, ça, c'est notre travail de vraiment optimiser au maximum toute cette partie-là. Mais j'insiste encore une fois sur l'expérience collaborateur qui est pour moi le plus important Au-dessus de ça, sur un ouais, je marché vois du ça. travail qui est hyper tendu. Et pour refaire un parallèle avec Google Maps et la réservation de restaurants, j'ai observé une frustration entre les salariés et les équipes RH. Souvent, les équipes RH se plaignent de salariés qui posent les mêmes questions sans cesse alors que l'information est disponible. Euh, on s'attend des salariés à ce qu'ils aillent d'eux-mêmes chercher l'information, quitte à ce que ça nécessite 4, 5, 6 clics et de la connaissance préalable, alors que nous, encore une fois, en tant que consommateur, quand on va chercher quelque chose, en fait, on va faire une requête sur Google. C'est plutôt comme ça que ça va se passer. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse l'expérience collaborateur en se disant, bah, lui, la simplicité pour lui, ça va être de faire une recherche ou alors de poser la question à quelqu'un. Et comment nous, on fait en sorte d'optimiser cette partie-là. Donc, plutôt que de construire des grosses bases de connaissances, peut-être qu'en fait, il faut construire des templates de réponses qu'on peut juste nous copier-coller quand on a une question directe de la part d'un salarié pour nous faire gagner du temps, voire automatiser complètement cette partie-là. Et en interne, on utilise un outil qui s'appelle Slack, bon, que tout le monde connaît, qui est l'équivalent aussi de Microsoft On Teams. l'utilise. Hein. Voilà. Non, il y a Teams aussi, Non, donc c'est vrai, je je veux pas plaisante. être, je veux Ouais. pas être exclusive, et qui permet de paramétrer en fait un Slack bot qui fait que si le salarié tape tel mot, tout de suite une réponse automatique va lui être envoyée, qui peut le renvoyer à une page de documentation ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment se servir des outils au service de l'expérience collaborateur et lui simplifier au maximum la vie, quitte à ce que nous, derrière, on ait plus de temps qui soit consacré au paramétrage justement de ces outils, aux différentes intégrations et à la recherche du combo parfait entre un super SIRH et des outils de dernier kilomètre, comme tu le disais, Nadia. Alors, qu'on s'entende, souvent, toujours, en tout cas c'est le cas pour nous, on se fait juger en tant qu'outil RH, et nous c'est le cas chez nos clients, sur l'engagement collaborateur. C'est-à-dire que souvent, et c'est l'enjeu pour les équipes RH, de réussir à déployer des outils qui vont être utilisés, donc auxquels les collaborateurs vont adhérer, et donc de ne pas se retrouver, parce qu'en plus de ça, là-dedans, il y a un peu d'ingénierie financière, mais il y a souvent des business models qui sont liés à ces outils-là, qui sont plutôt aux collaborateurs utilisateurs et pas forcément à l'activité du collaborateur. Donc je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, chez vous 12, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes 750, c'est ça, Camille? Ouais. Donc, sur 750 collaborateurs, je dois déployer un outil, ça va coûter 1 € par mois et par collaborateur, ça fait 750 € par mois. Et au final, après qu'il y ait 100 collaborateurs, 200 collaborateurs, 300 collaborateurs, 500 collaborateurs qui l'utilisent, c'est pareil. Et donc, ces mécanismes-là, ils ne poussent pas forcément à stimuler l'engagement des collaborateurs. Pour autant, toi, quand tu déploies un outil en tant que RH, tu parlais, prenons l'exemple pour ne pas parler de Clara de LMS, tu parlais d'un catalogue de formation. Quand tu as payé le catalogue de formation et donc l'accès au catalogue de formation pour tes collaborateurs, toi, ton enjeu, c'est que ces collaborateurs y aillent. Parce que quelque part, tu payes la même chose qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas. Tu payes la même chose qu'ils y aillent beaucoup ou qu'ils y aillent peu. Par contre, ce n'est pas le même impact pour eux et pour toi en termes de développement des collaborateurs s'ils y vont beaucoup ou qu'ils y aillent peu. Donc, que le seul métrique qui prévaut, enfin, je pense que s'il devait n'en rester qu'un, comment dire, ça doit être cet usage. Ce qui doit faire à la fin que sur 10 outils que tu as déployés, parce que pour X raisons, tu dois en garder que 3, tu dois faire un choix, ça doit être les 3 qui sont les plus utilisés par les collaborateurs, en fait. Mmh. Pour en revenir à la thématique de ce webinaire, Human vs Machine, je pense que les outils aujourd'hui sont vraiment là pour nous faciliter la vie, qu'il va y avoir encore des progrès technologiques qui vont venir nous faciliter, nous, notre travail en tant que RH et aussi faciliter l'expérience du collaborateur, mais que, en effet, Absolument. c'est très important de garder cette perspective d'engagement et d'humain
et vraiment de relations proches entre RH et salariés. C'est-à-dire que l'outil, c'est un moyen soit d'aller chercher de l'information, soit d'échanger, soit voilà, de récupérer de l'information, de pouvoir engager des discussions et de faire grandir les personnes en interne. Mais l'engagement est clé et en effet, c'est nous, notre travail. C'est beaucoup de la communication une fois qu'on a implémenté ces outils-là pour faire en sorte qu'ils fonctionnent et qu'on arrive à des résultats qui soient satisfaisants. Mais les résultats se mesurent beaucoup en termes d'interaction au final, que ce Absolument, soit à travers un d'usage. outil ou à travers un café ou une réunion. Absolument. Je vais te poser une dernière question, Camille. J'en profite pour du coup dire à nos participants qui peuvent y aller sur les questions dans le chat, du coup, qui est mis à leur disposition. Donc, le petit onglet discuter. N'hésitez pas. Camille, ma dernière question, elle s'orientera vraiment sur du coup, la place un petit peu de ces nouveaux outils dans le quotidien des équipes RH. On a parlé effectivement du fait que dans les critères des outils que tu pouvais avoir déployés, je dirais l'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur était très, très importante. Du fait aussi qu'il fallait essayer de trouver une architecture, c'est-à-dire une complémentarité avec ces outils qui soit intelligente et qui ne nécessite pas pour le collaborateur de te devoir s'onboarder systématiquement pour un outil pour un usage, sur un outil pour un usage, pardon. Cette place de ces nouveaux outils, au-delà de tout ça, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est un gain de temps pour nous. Et l'idée, c'est, je pense, d'automatiser toutes les tâches qui n'ont pas une réelle valeur ajoutée dans nos métiers pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur l'humain et sur l'interaction. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Et ensuite, viendra aussi toute cette partie analyse de données pour faire de l'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, on a de plus en plus de dashboards, on mesure de plus en plus de métriques Mm. et ça, je pense qu'on en est encore qu'au tout début sur la partie RH et que nos systèmes d'analyse de données vont se complexifier, s'affiner et ça va être passionnant de voir vers quelles métriques on évolue pour venir appuyer des décisions, des discussions. Je suis content de t'en entendre dire, Camille. Ce que je veux dire, non, mais tu vois, d'entendre dire d'une professionnelle des RH, j'ai la prétention de croire que j'en suis un maintenant, mais avant Clara, c'était absolument pas mon métier, mais de l'entendre dire d'une professionnelle des HR que désormais, tu vois, tout ça va dans un sens qui est plutôt data-centrique, enfin, même, tu vois, même au HR, quoi. Mm. Qui était un peu, pour moi, du coup, c'était dénué de sens, donc c'était un peu l'enfant pauvre, quoi, de la fonction support quelque part en entreprise sur ces sujets data. Et de t'entendre dire que, du coup, dans ces outils-là, au-delà du gain de temps, c'est aussi essayer d'apporter de la visibilité au travers de ces données que tu vas aller chercher, je suis content. Mm. C'est toujours, en tout cas, au service de l'humain et de l'expérience employée. Super. Je vais donc commencer à prendre les questions qui ont été posées sur le petit fil de discussion. Alors, je commence dans l'ordre d'apparition, hein. Donc, c'est Gwendoline, en l'occurrence. Comment réussir à mettre en place des outils lorsque l'employeur y est plutôt réfractaire? Je pense que là, Gwendoline, il faut un commercial, il faut un bon commercial. Je peux vous donner deux, trois noms. Mais du coup, aujourd'hui, quand on a des utilisations, ce que dit Gwenoline, effectivement, de ce que je comprends, OpenOffice ou plutôt des utilisations avec des outils qui ne sont pas dédiés, Mm. comment faire en sorte, vis-à-vis du coup de la direction, si je comprends bien, pour pouvoir dégager, par exemple, des investissements là-dedans? Merci Gwendoline pour votre question. Donc, je pense qu'il faut toujours garder en tête quel est le problème qu'on essaye de régler. Alors, c'est peut-être à l'encontre des discussions qu'on a, mais je pense aussi que parfois un bon vieil Excel peut très bien faire l'affaire sur certaines choses et qu'on n'a pas toujours besoin d'un outil
pour réaliser telle ou telle tâche. Après avoir vraiment déterminé ce jugement, quand on a vraiment besoin d'un outil, il ne faut pas hésiter, ce que tu disais, Nazim, en effet, demander le soutien des Je suis désolé, partenaires Camille. potentiels. Je Oui, suis désolé de te couper. Je crois je crois qu'il y a une petite pollution sonore autour de ton de micro. mon côté, J'ai est-ce que ça l'impression. va là? On va essayer de continuer. Je te dirai. Ok, bon, excusez-moi. Là, c'est tout bon. Euh, ok, donc oui, ce que je disais, c'est qu'une fois ensuite qu'on sait vraiment le problème auquel on s'est attaqué, derrière, je pense qu'il faut mettre un maximum d'objectifs de résultats pour pouvoir être le plus concret possible dans la recherche d'un outil. Ça peut être, si on est sur de l'automation, par exemple, dire que on va économiser un tiers ou un demi d'équivalent temps plein et qu'on va pouvoir dédier ce demi-équivalent temps plein dans les équipes RH à développer d'autres projets. Et ensuite, sur les exemples, ouais, Calc ou OpenOffice, donc ce sera peut-être plutôt côté expérience collaborateur, pourquoi pas utiliser justement ce parallèle de dire que en B2C, consommateur, on a aujourd'hui des top produits et pourquoi pas en entreprise aussi. Et passer peut-être par des sondages, d'évaluation des outils actuels pour savoir s'ils sont appréciés des salariés. Enfin, voilà. En tout cas, appuyer au maximum, encore une fois, sur la data des prises de décision. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Camille, je pense que souvent, on est face à des interlocuteurs aussi qui ont évidemment une vision qui est la leur sur le HR et on ne leur demande pas d'être spécialiste. C'est pour ça que vous êtes là, justement. Et donc, de ramener ça souvent à des enjeux, comme tu disais très justement, peut-être soit très financiers, soit très business, mais de pouvoir se dire, bah, on perd beaucoup de gens, par exemple, et donc c'est sans doute une bonne raison pour essayer de mettre en place un outil qui va servir à les retenir. Donc, je sais pas, un outil de feedback, un outil de suivi de la performance, un outil de suivi de la compétence, peu importe. Mais de répondre à des enjeux business, terrain, voilà, le turnover, les problèmes de recrutement, les problèmes de formation, etc., les problèmes d'onboarding, par du coup un outil RH qui vient fluidifier tout ça. J'ai une seconde question que je vais prendre d'Anaïs, en l'occurrence Camille. Merci Anaïs qui nous dit, faut-il utiliser un SIRH dans une petite structure? Grosse question, j'ai beaucoup entendu. Si oui, quel type de SIRH privilégier? Donc, on va faire comme avec la campagne. Hein. Si tu en nommes un, Camille, je t'en demanderai d'en nommer deux ou trois. On va essayer d'équilibrer un peu les choses et de ne pas nous accuser Oui, de oui, oui. faire. OK. Pas de Cool. souci. Alors, dans une petite structure, je ne sais pas ce que vous entendez par petite structure, mais parlons de 0 à 300 salariés. Ouais, c'est Je vais ça. prendre cette échelle-là. Ça peut devenir nécessaire, encore une fois, à partir du moment où ça résout un problème. Et je suis assez pour garder d'abord un Excel, vraiment le mettre super à jour et être hyper carré sur cette partie-là avant d'implémenter un SIRH pour qu'après un SIRH vienne répondre à un problème de en fait on a trop de données parce que la boîte grandit, on commence à avoir des mobilités en interne et on a besoin de garder l'historique. Donc ça c'est plus difficile à suivre sur un Excel. Toutes ces raisons-là vont être des bonnes raisons pour implémenter un SIRH. Ça peut se justifier sur une petite structure, ça facilite aussi pas mal la paye en général qui est générée derrière. Donc ça dépend à la fois de vos priorités. Est-ce que votre priorité, ça va être de vraiment structurer la base pour que ce soit le plus carré possible, ou est-ce que votre priorité, ça va être plutôt l'expérience collaborateur que vous allez amener derrière? Et dans ce cas-là, vous allez peut-être rester un petit peu plus longtemps avec un Excel versus implémenter un SIRH. Je pense que ça dépendra beaucoup de vos enjeux, peut-être de votre business et de votre culture d'entreprise aussi. Il n'y a pas de réponse unique sur à quel moment il faut implémenter un SIRH dans une entreprise.
Tu vois, pour complémenter ce que tu dis, je vois Zoom 3 Digital 113, un nom, prénom et nom, que je salue, qui nous dit: nous sommes 13 et nous utilisons en SIRH la fonction première recherchée et la feuille de temps pour le suivi des activités, émargement notamment, sur certains projets financés, j'imagine, CIR ou C2I. Mais toutes les options sont très agréables au quotidien. Et effectivement, c'est ce que tu dis, Camille, tu vois, c'est un bel exemple que tu nous as donné là. C'est en fonction du besoin, tu pilotes aussi l'ordre dans lequel tu vas avoir à déployer ces outils-là. Donc, si le besoin, il est très core RH, comme on l'appelle, et que c'est très paye, admin, etc., tu vas peut-être passer par là. Et puis, si le besoin, il se trouve ailleurs, tu vas sans doute commencer par autre chose. Mm. Euh, En tout cas, pour le suivi des activités, en effet, ça me paraît difficilement, on peut difficilement le suivre avec des outils classiques comme la suite Office. Et donc, on a un problème à régler qui est celui de suivi de l'activité. Et du coup, c'est génial, on en profite pour implémenter un SIRH où il va y avoir plein d'autres fonctionnalités qui vont nous permettre d'avancer sur encore plus de sujets. Mais là, il me paraît en effet y avoir vraiment un sujet qu'on ne peut pas traiter autrement. et en l'occurrence, on me demandait aussi potentiellement de nommer des exemples de SIRH sur lesquels tu avais une opinion favorable. On est là aussi pour donner des tips si on peut les partager. Donc, comme ça, intuitivement, tu penses à qui? En tête, alors nous, on travaille avec Bamboo HR chez Ouais, Bamboo. Je sais qu'en France, il y a aussi Lucas qui se ouais. positionne à peu près sur le même type de SIRH. Et ensuite, il y a des plus gros comme Workday, ceux que tu citais tout à l'heure, SAP, etc. C'est bon, j'en ai cité plus de trois. Je valide. Et des SIRH comme Lucas ou Bamboo HR vont avoir moins de fonctionnalités, mais du coup vont être plus adaptés à des petites structures versus des SIRH comme Workday ou SAP qui demandent en fait beaucoup de temps d'implémentation, qui demandent en général des consultants qui vont être dédiés à l'implémentation, etc. Et dans ce cas-là, c'est pas nécessaire avant d'avoir euh, des centaines, peut-être même des milliers de salariés. Ouais, c'est ça, pour aller dans le sens de Camille, c'est effectivement un domaine dans lequel j'ai la chance de beaucoup évoluer. Et en fonction de la taille des boîtes, on voit effectivement des typologies d'acteurs qui se positionnent. Et sur des boîtes jusqu'à 1000 collaborateurs, effectivement, on peut avoir des outils tels que Bamboo HR, qui est un outil américain, ou le cas effectivement en France, qui sont bien présents. Et puis sur des boîtes, à l'instar de nos clients Safran, Thales, par exemple, qui vont pouvoir se doter plutôt et qui ont les moyens de se doter aussi, parce que généralement, comme le disait très justement Camille, c'est très très cher, d'outils comme Workday, comme Cornerstone, comme SAP SuccessFactors ou Talentsoft. Euh, je vais prendre une dernière question, Camille. En l'occurrence, je vois on nous partage aussi le nom d'Oresia, par exemple. Je vais prendre une dernière question, Camille, qui était celle de Romain à l'initiale. Vous avez dit que vous ne vouliez pas une multitude d'outils pour les collaborateurs. Mieux vaut donc privilégier un outil qui fait beaucoup de choses comme un SIRH ou seulement d'outils plus indépendants qui sont vraiment performants. Grosso modo, c'est de te challenger sur le côté en gros outils qui fait moyennement des choses ou plein de beaux et petits outils qui font très très bien certaines choses. Bonne question. C'est une bonne question, non? À 4 C'est une heures. très bonne Je question. repasse après, si tu veux. Je reviens vers 16 heures. Et tu me dis qu'est-ce que tu C'est as une très trouvé. bonne question parce que, encore une fois, il n'y a pas une réponse à cette question et c'est ce qui est passionnant dans notre métier. Personnellement, je préfère un outil qui fait très bien une seule chose qu'un outil qui fait plein de choses, mais un peu moyennement. Donc ça, voilà, c'est une partie pris. Donc, en tout cas, pour les collaborateurs, je vais préférer déployer un outil qui va nous servir à une tâche précise, mais qui va super bien fonctionner, le laisser tourner pendant quelques mois, quelques années pour que ça rentre vraiment dans les habitudes et ensuite implémenter une deuxième chose et une troisième chose et une quatrième chose. En tout cas, je pense que c'est super important d'être très exigeant en fait sur l'expérience produit qu'on va avoir quand on va déployer un outil auprès des collaborateurs. Donc j'aurais tendance à plutôt donner
un outil qui fait très bien quelque chose. Et ensuite, pour le SIRH, il faut savoir qu'il y a des boîtes, et Vaudou en a fait partie, c'est-à-dire que quand on s'est équipé d'un SIRH, quand on s'est équipé de Bamboo, au début, nous, ça nous servait vraiment en interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout donné l'interface Bamboo aux salariés. C'était, nous, Oui. pour régler des problématiques de stockage de données, de génération de paye, mais on n'a pas fourni l'interface Bamboo aux utilisateurs avant d'avoir vraiment géré toute l'implémentation, nous bien maîtriser l'outil pour être capable de donner les meilleurs types d'utilisation et pas dire bon bah on a implémenté Bamboo HR, voilà le lien, ça vous sert à poser vos congés, etc. Donc ça a vraiment pris du temps que nous on s'approprie les choses, qu'on se le fasse d'abord côté admin, qu'on laisse les collaborateurs sur une partie un petit peu plus manuelle. Et ensuite, quand on était prêt et qu'on était sûr de pouvoir apporter une bonne expérience, là, l'interface du SIRH a été disponible pour nos salariés. Camille, merci beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. C'était super intéressant, j'espère pour vous aussi. J'en profite avant de vous remercier pour vous dire que la prochaine session aura lieu le 2 juin, donc le jeudi 2 juin. Et en l'occurrence, je serais très heureux également de compter sur vous pour pouvoir discuter d'un sujet sur lequel j'en suis certain, Camille, aurait eu aussi beaucoup d'inputs intéressants autour de la formation. Donc, c'est le jeudi 2 juin à 11h30. Et je serais très heureux du coup de vous avoir. Camille, il me reste à te remercier beaucoup pour toutes les infos que tu nous as partagées. J'espère que les participants se joignent à moi pour te dire merci. Et puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement pour d'autres événements, notamment autour du RH. Merci beaucoup, Nazim. Merci beaucoup à Samantha qui est derrière ce webinaire et merci à tous les participants. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Bonne Camille. journée. Au Merci revoir à beaucoup. tous. Au revoir.